la Gironde. Le plus grand estuaire d'Europe commence là où les eaux de la Dordogne et de la Garonne se mêlent en un perpétuel affrontement avec l'océan. De tout temps, des marins rompus aux difficultés de la navigation locale ont prêté assistance aux bateaux en les pilotant sur l'estuaire, parfois au péril de leur vie. Aujourd'hui, malgré le secours des instruments modernes, les risques demeurent et les pilotes sont toujours présents pour accueillir et guider les navires. Quand on vient de l'océan, la BXA est la première bouée sur la route de Bordeaux. C'est une bouée d'atterrissage. BX pour Bordeaux, A pour atterrissage. Située à quelques 20 km du phare de Cordouan, elle marque l'entrée du chenal. C'est à hauteur de cette bouée, loin du regard des terriens, que les bateaux descendant la Gironde débarquent leurs pilotes avant de gagner la haute mer. Et c'est là aussi que les pilotes vont servir les navires remontant l'estuaire et les conduire à bon port sur cette voie maritime que l'on appelle le rail de Bordeaux. En un va-et-vient incessant, les pilotes revivent chaque jour la même aventure depuis des siècles, face aux pièges de l'embouchure et ceux de la rivière, comme les marins d'ici nomment la Gironde. Bon, c'est bon. Ok, ok, Samowski. Yeah, so you can give the best speed as soon as possible. Sur les dangers de l'estuaire, Christian Maussan, marin au pilotage pendant 22 ans, a un point de vue sans équivoque. Ah oui, l'estuaire est très dangereux. Moi d'ailleurs, je m'insurge contre les gens qui font actuellement de la plaisance et qui vous disent « Oh, la rivière de Gironde, c'est pratique, c'est facile. » Non, 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 non. La rivière de Gironde, comme l'entrée de l'estuaire, c'est très dangereux. D'abord, nous avons les rochers du côté Cordouan, ce qu'on appelle les battures de Cordouan. Nous avons le banc de la Mauvaise, qui porte bien son nom. Nous avons la passe où la mer rentre énormément. J'ai vu des creux de 13 à 14 mètres, des courants violents, et partout c'est dangereux. Un petit navire qui tombe en travers d'un ouvrage, même en rivière, bon, suivant comment il tombe en travers, il peut chavirer, il peut se crever, il peut couler. Les courants en vivo amènent 5 ou 6 nœuds de courant, ce qui ne permet pas à un homme de pouvoir nager ni de se rattraper. Si, la rivière de Gironde est très dangereuse. Donc pour les marins qui arrivent dans l'estuaire de la Gironde, on a une côte véritablement inhospitalière. Il faut bien se rendre compte que l'estuaire est très restreint pour ses passages navigables. Donc les navires ont tendance à être rapidement drossés à la côte. La plupart des naufrages ont vraiment marqué les populations locales au point parfois de donner le nom du naufrage à un lieu. Je pense au Galon d'Or, la Pointe Espagnole, la Pointe du Rhin.
Donc là, on a une carte qui date de 1813, et une carte très intéressante puisqu'elle donne une perspective assez originale de la côte saintongeaise maritime, avec des bancs de sable qui bougent sans cesse. Donc imaginez bien que les navigateurs qui sont en difficulté ont très peu de zones d'appui ou de refuge. On passe le cap pour s'engager le long de l'embouchure de la Gironde en passant par le banc de la Mauvaise. Là encore, le banc de la Mauvaise, le nom n'est pas innocent. C'est un des bancs les plus dangereux de l'estuaire de la Gironde. Des hauts fonds, là encore des bancs de sable qui bougent sans cesse, des bancs énormes. Mais malgré le feu de Cordouan, malgré le phare, c'est une zone de très grande difficulté nautique. Et les pilotes sont les seuls à connaître suffisamment bien la côte pour pouvoir naviguer, sachant qu'il faut passer au plus près, parce que les profondeurs les plus importantes sont justement le long de la côte de Saint-Palais, par exemple. C'est à partir de leur maison du Verdon que les pilotes, véritables aiguilleurs des mers, organisent à tour de rôle la gestion du service aux navires pour les remontées et les descentes de l'estuaire. Il y a un nouveau bateau qui arrive, on crée une planchette, ce qu'on appelle une planchette, vous voyez. Le bateau il arrive, on le met là, et puis après au fur et à mesure, il va jusqu'à quai, et puis après on le redescend. Donc une planchette c'est un bateau. Et donc il y a le moment, vous prenez le cas, là, je sais pas moi, là on a des heures précises, bon, vous prenez ce bateau là, il n'y a pas d'heure, il arrive le 17. Le 17 c'est demain, il doit charger à Donge, c'est un pétrolier, il va charger à Donge. Bon, c'est son départ de Donge qui va conditionner son arrivée ici. Bon, ça se trouve dans l'après-midi, je vais avoir une heure précise. Donc une fois qu'on commence à avoir une heure précise, on le met dans les montées certaines. Et puis après on organise. Et donc après, vous voyez, après on gère les pilotes pour dire un tel fait tel et tel bateau. On ne se rend pas compte de la logistique qu'il y a derrière. C'est qu'il faut mettre les pilotes à bord, il faut les récupérer. Soit on met une voiture, soit on a nos chauffeurs qui viennent le chercher. Il y a toute cette logistique qui va derrière, quoi. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas. On n'imagine pas non plus le nombre de navires et de marins engloutis par l'océan en cet endroit. Il y a là un véritable cimetière de bateaux, bien connu des plongeurs de l'Adamac, le club subaquatique de la Cotinière. Nous plongeons actuellement sur l'épave du Paul Ier du nom de son inventeur. C'est une épave en bois d'une trentaine de mètres de long qui a été découverte il y a quelques années, sur laquelle nous menons un sondage depuis maintenant 2 ans. Et cette année, nous avons eu la chance de découvrir la cloche du navire, ce qui est vraiment formidable, puisque nous allons peut-être avoir la chance d'avoir soit le nom du navire, soit une date. Et par rapport aux archives que l'on a déjà sur les naufrages qui ont eu lieu le long de cette côte, nous allons pouvoir identifier ce navire. Donc en juin 2008, nous avons plongé avec le club de l'Adanac sur une épave qui est au large de l'île de Léron par 15-20 mètres de profondeur et sur laquelle on a trouvé un loch et une fourchette qui nous ont permis l'identification du navire qui en fait l'épave du vapeur anglais, le Durley. Donc des recherches ont été menées aux archives départementales et on a retrouvé l'histoire de ce naufrage. Nous sommes en avril 1887, la tempête fait rage dans l'estuaire de la Gironde et le vapeur se dirigeait sur Bordeaux et le pilote n'a pas la possibilité de monter à bord. Les conditions sont extrêmes, il ne peut pas. Et comble de malchance, le vapeur va avoir une avarie moteur et il va dériver suite à cette avarie pour faire naufrage sur le plateau de la Charbonnière sur l'île de Léron. On a l'exemple type de l'utilité de ces pilotes, puisque dès le départ, si le pilote avait pu gagner le navire, il aurait vraisemblablement pu en éviter la perte. Aujourd'hui, grâce à l'hélicoptère,
nous sommes en mesure de mettre à bord des pilotes dans des conditions, ou de récupérer des pilotes dans des conditions de météo où le bateau pilote n'aurait pas travaillé, il aurait été à l'abri bien avant. Avec l'hélicoptère, on peut voler jusqu'à force 10. 2 jours, les mouvements de navire ne sont pas trop gênants pour les treuillages. Et il est clair qu'on met aujourd'hui les pilotes dans des conditions pires qu'avant à bord des navires. Depuis l'Antiquité, la route de Bordeaux était très fréquentée et les capitaines de navires avaient à leur disposition des cartes grossièrement dessinées et terriblement incertaines. On doit la première carte de la Gironde, datée de 1545, à Alphonse de Saintonge, qui fut pilote de Jacques Cartier. Un pilote hauturier, c'est-à-dire celui qui peut calculer la hauteur des astres. Il utilisait pour cela un instrument rudimentaire, l'arbalète ou bâton de Jacob, pièce de bois sur laquelle coulissent des réglettes et comportant une encoche pour viser le soleil ou les étoiles. Alphonse réalisait des triangulations le long des rivages, complétées par des relevés à la boussole et à la lunette d'approche. Ces va-et-vient sur la côte et l'utilisation d'instruments bizarres lui faisaient courir le risque d'être soupçonné par les paysans et les religieux de se livrer à quelques pratiques hérétiques. Il devait se presser de faire les mesures. Alors, au moment de reporter les indications recueillies, il était bien obligé de faire jouer sa mémoire et un peu son imagination. Sur la carte d'Alphonse, on voit le phare de Cordouan sous le nom de Ricordane, la Cobre pour la Coubre, les tours des châteaux d'Oléron, de Royan et de Talmont, et les moulins de Méché, renommés pour leur farine dont on faisait les gâteaux de mer pour les marins au long cours. Face à cette carte improbable, les capitaines avaient intérêt à choisir un bon pilote. Certes, il y avait les feux, mais quels feux! Afin de guider et protéger le commerce maritime bordelais, le pape Grégoire IX, au XIIIe siècle, avait fait construire à Cordouan une tour d'une dizaine de mètres de hauteur. Des ermites y entretenaient un feu nuit et jour. On a retrouvé des documents accusant les moines de négligence et leur proposant toutes sortes de combustibles propres à accentuer la lumière la nuit et la fumée le jour. Mélange de bois, de pois et de goudron, graisse de baleine, huile de poisson. Mais d'autres feux, ceux des naufrageurs, s'allumaient sur les pointes de Grave et d'Arvers afin de tromper les capitaines et d'attirer les navires à la côte. Les pilotes eux-mêmes n'étaient pas à l'abri de ces mésaventures, dont les romans du XIXe siècle étaient friands. Gourte hissait au mât de sa chaloupe une immense lanterne de corde. Un pilote se laissait prendre à cette ruse infernale. Bientôt, la quille de son navire venait se briser sur les rochers et la mer se couvrait de débris et d'hommes. On comprend pourquoi, depuis longtemps, les capitaines des bateaux préféraient s'adjoindre des marins connaissant parfaitement l'embouchure de l'estuaire et ses dangers, la rivière et ses embûches, au long des 120 km les séparant du port. Les premiers pilotes furent sans doute des pêcheurs de Saint-Palais, les plus proches de l'embouchure. Et les baigneurs sur la plage ne se doutent pas qu'il y eut ici un port de pilotage jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Les premières embarcations des pilotes étaient de simples canots armés par 4 ou 5 marins et manœuvrés à l'aviron, tel celui avec une petite voile d'avant, reproduit dans l'album de Jouve en 1679. Les pêcheurs, parfois accompagnés de leurs enfants, souvent très jeunes, partaient loin en mer au devant de leurs clients.
naviguant plusieurs jours par tous les temps, dormant dans les voiles, guettant le navire pour arriver les premiers et enlever le marché. Si Cordouan fut le premier phare, chef-d'œuvre d'architecture commencé en 1585, d'autres furent édifiés au cours des siècles afin d'éclairer la route de l'estuaire. Entre la pointe de Grave et la Coubre, en 200 ans, on en compte 22, construits en bois, en pierre ou en fer, et qui furent détruits par le feu, les tempêtes, le recul des côtes, quand ils n'étaient pas démontés et reconstruits plus loin. Il y eut des tentatives de balisage des passes. Les premières balises étaient fabriquées avec des tonneaux ou des paniers d'osier lestés d'une encre. À la fin du XIXe siècle, arrivent les bateaux-feux, comme celui du Grand Banc, ancré au large de Bonance, ou celui de Talé, près du Verdon. Aujourd'hui, il reste 5 phares dont la lumière perce la nuit de l'embouchure. Celui de la pointe de Grave, le 9e au même endroit depuis 60 ans, les autres ayant été détruits par la mer et l'érosion marine. Le phare de Cordouan est appelé, à juste titre, le phare des rois. Classé monument historique, il se visite à la belle saison depuis le Verdon et Royan. La Coubre, 64 mètres, le plus haut de tous, domine la côte sauvage en face du banc de la Mauvaise. Terre-Nègre, à Saint-Palais. Il porte ce nom car, autrefois, dit-on, on fabriquait ici du charbon de bois. Enfin, le phare du Chais, détruit pendant la guerre, fut reconstruit au milieu des maisons de ce paisible quartier de Royan. Si leur rôle demeure manifeste, les phares de l'embouchure sont maintenant secondés par le radar de la Palmyre, le plus important de France. Ensuite, il est recommandé aux navires et à leurs pilotes de suivre, tels les cailloux du Petit Poucet, les 80 balises semées jusqu'à Bordeaux et surveillées avec constance par ceux du baliseur Gascogne. Ça fait rien, on est sur le point, hein. Hervé, tu me dis quand t'es prêt? Ok. Notre responsabilité, c'est de toujours pouvoir baliser cette passe de l'Ouest, que les bouées fonctionnent, surtout la nuit notamment avec leur feu. Et dès qu'il y a une bouée qui part ou qui dérade, comme l'on dit, de pouvoir la remettre à sa position le plus rapidement possible. Et dès qu'il y a un changement de fond, on se réunit devant des commissions nautiques locales pour décider de l'endroit où on va repositionner les bouées pour permettre toujours aux navires de naviguer en toute sécurité avec un fond suffisant par rapport à leur tirant d'eau. La passe de l'Ouest est signalée en premier lieu par la bouée d'atterrissage, BXA, qui se trouve à 21 000 du port du Verdon. 4 à 5 000 après la bouée d'atterrissage, les premiers couples de bouées balisent la passe de l'Ouest. Il y a quelques années, on a refait un positionnement des bouées pour un meilleur balisage. Donc on a mis des bouées en couple, l'une en face de l'autre, alors qu'auparavant, elles se trouvaient en quinconce ou dans des virages. La passe de l'Ouest est dangereuse par le fait qu'il y a beaucoup de houles qui rentrent du golfe de Gascogne. Donc des fonds assez élevés au large font déferler cette houle et ça peut être très dangereux pour n'importe quel navire. Les premières traces écrites faisant état de pilotes sur la Gironde ont été relevées par Claude Renard, ancien pilote qui a déchiffré des milliers de documents notariés aux archives de la Gironde. Voici un des registres du notaire Donzo, de la ville de Bordeaux, bien entendu. Ce registre est de 1550 et on a trouvé là le premier document concernant les pilotes de la Gironde. On trouve le nom de 3 pilotes
qui s'appelaient Louis Dutour, Pierre de Bonnegarde et Raymond Trier, qui étaient dits bourgeois de Bordeaux, maliniers, ce qui voulait dire marinier à l'époque, et pilotes de la rivière de Gironde. En 1681, avec les ordonnances de Colbert, la profession trouve un début de réglementation. Il y a des pilotes dans presque tous les ports de la Gironde. Parmi tous les documents qui figurent aux archives d'ici départementales de la Gironde, j'en ai extrait un qui est tout à fait caractéristique de la difficulté de ce métier de pilote de l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Le 5 du présent mois de février 1776, s'étant rendu au Verdon avec sa chaloupe, équipé de tout son nécessaire comme d'usage, ayant battu la mer pendant quelque temps, il fit rencontre vers les 11 h du matin d'un navire. Alors le pilote, donc Melon, monte à bord de ce navire anglais, et le pilote pria le capitaine de lui fournir un homme pour descendre dans sa chaloupe. Mais quelques jours plus tard, le pilote Melon, devant le greffier de l'amirauté, dépose un terrible témoignage. Rendez-vous compte, monsieur le greffier, malgré la tempête qui se levait, le capitaine n'a pas voulu secourir mon fils, resté sur ma chaloupe. Je me suis jeté à ses pieds, je l'ai supplié en gémissant et en pleurant de me laisser manœuvrer. Je l'ai prié de faire mettre bas les voiles d'étai et de larguer la misaine pour attendre mon fils. Il n'a rien voulu entendre. Oui, monsieur, à cause de ce capitaine, mon fils est noyé, ma chaloupe est détruite. Allons, remettez-vous, mon ami. Vous me dites que vous avez conduit le navire à Pauillac. C'est très bien. Je vais consigner votre rapport. C'est bien beau tout ça, mais ça ne va pas me rendre mon fils et mon bateau. Je demande justice. Donc la chaloupe a été perdue avec le fils du pilote, ce qui est une affaire affreuse. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Ça, c'est un document tout à fait frappant et marquant vraiment ce métier de pilote qui était un métier de tous les dangers, mais il n'y avait pas que des dangers, heureusement. Il y avait aussi des belles journées et tout ça. Voilà. Vers le milieu du XIXe siècle, les bateaux de pilotage sont construits à Royan, Bordeaux, Lormont, Libourne ou Mornac. On reconnaît les chaloupes et les cotres pilotes à une large bande blanche peinte sur leur pavois, le long de la coque. Les voiles sont frappées des lettres BX, d'une ancre et d'un numéro d'immatriculation. Les pilotes étaient vécus par la population littorale comme des sortes de chevaliers des mers. Ceux-là, c'était, à mon avis, des héros, hein, parce que vivre sur ces petits bateaux de 14-15 mètres, aller chercher les bateaux jusque sous l'île Dieu ou à la Corogne en Espagne, leur lieu de chasse, c'était le golfe de Gascogne, là, hein, c'était pas toujours rigolo. Hein. Quelquefois, ils partaient avec un capitaine, un mousse et 3 pilotes, et c'était le mousse qui ramenait le bateau. Je vous laisse imaginer quand même un type de 16 ans, 17 ans, même pas, 15 ans, 16 ans, qui se permettait de ramener un cotre pilote, hein, des bateaux qui avaient 90 mètres, 100 mètres carrés de toile à bord, là, hein, tout seul, hein, quand même. Leurs bateaux étaient tellement performants qu'ils furent parmi les promoteurs des régates de Royan et de Pauillac après 1850, ce qui leur ouvrit les portes des maisons bourgeoises et en firent les acteurs incontournables des fêtes nautiques de la Belle Époque. Au port du château d'Oléron, au chantier Robert-l'Église, des charpentiers de marine perpétuent les gestes de leurs anciens. Ils parlent des bateaux pilotes avec le respect dû à leur réputation.
la plus belle époque, parce qu'on peut parler de la beauté, de l'élégance de ces navires, en fait c'est 1870-1890. Après le bateau commence à évoluer, on retrouve, le gréement évolue également, on retrouve les premières plantations de gréement de sloop ou de contre-tape-cul ou d'indé selon les appellations locales. Et ensuite les coques évoluent. Dans toutes les sociétés nautiques, au niveau des régates, il y a une catégorie réservée aux bateaux de service. On trouve sur Pauillac notamment une série de régates où il y a toujours trois chaloupes pilotes qui se tirent la bourre, comme on dit, pour améliorer leur qualité, leurs réflexes. Et de là naît une certaine évolution des carènes et des choses comme ça, quoi. On essaie d'être performant, on est à la concurrence. C'est le premier bateau qui arrive à la rencontre du bateau qui vient du large, qui va donner le pilote à bord. Donc il est important, pour eux c'est leur gagne-pain. Il faut aller le plus vite possible, donc il faut sans arrêt améliorer les conditions du bateau. On demande de plus en plus souvent à des architectes navals de dessiner des bateaux. Après les chaloupes, l'évolution se fait lente et nous arrivons à ce type dans les années 1910, donc toujours d'un pilote de la rivière de Bordeaux. Ceci est la Padelle par les chantiers Garot, donc à Royan. Là, on est dans le sublime, quoi, en fait. Le bateau a complètement évolué. On peut faire carrément, au niveau de l'esthétisme, de la concurrence à certains yacks. Que s'est-il passé? En fait, la voilure a été énormément divisée. C'est en fait une voilure à différents paliers. Selon les allures de vent, selon la force des vents, on évolue, on met la grand voile, foc, trinquette, le hunier quand il y a petit temps, le tape-cul pour servir à l'équilibre vélique. Garot était un chantier qui travaillait énormément pour le pilotage, pour les bateaux de pêche locaux, mais également pour la plaisance. Il reste actuellement un bateau navigant qui vient d'être restauré, donc qui est sorti de ses chantiers en 1911, qui est le Minaouette, parfaitement représentatif de cette époque de la construction navale. Jacques Briouat a consacré 15 ans de sa vie à la restauration exemplaire du Minaouette. Alors, Minaouette 2, c'est une histoire simple et très compliquée, comme tous ces bateaux qui ont pratiquement un siècle d'existence. Ce bateau a été commandé par un armateur de Saint-Nazaire dans les années 1910, l'époque de la belle plaisance, bien évidemment. Et cet homme-là voulait un bateau de plaisance. Alors, à l'époque, on allait en Angleterre, chez Fife, par exemple, on se faisait construire un bateau. Lui, il a choisi d'aller plus proche de nous, d'aller à Royan, où il y avait un constructeur célèbre qui s'appelle Augustin Gouraud, qui dirigeait les chantiers de Foncillon. Il a été le voir en disant « je veux un bateau de plaisance ». Alors ce brave monsieur Gouraud faisait des bateaux de pêche ou des pilotes de Gironde. Donc on lui a construit, pour la plaisance, un pilote de Gironde. Alors les pilotes de Gironde, c'est des bateaux assez fabuleux parce que c'est des bateaux de mer, pour aller très loin, mais c'est aussi des bateaux de pertuis, parce qu'il faut savoir que cette estuaire de la Gironde, il y a beaucoup de bancs de sable, et ces bancs de sable, les pilotes doivent aller très vite. Le premier pilote arrivé à bord d'un bateau à l'époque avait le boulot, donc il fallait des bateaux maniables, passant un peu partout, rapides et manœuvrables uniquement par 2 personnes. Alors voilà comment ce bateau a été construit. Il a été construit pour la plaisance, sur les formes et les plans d'un pilote de Gironde. On est arrivé à se dire, voyons voir, est-ce qu'on pousse le bateau de côté et qu'on s'en sert comme modèle pour en faire un neuf, ou on restaure celui-là? Moi, je voulais restaurer le Minaouette. On l'a entièrement démonté. On a rêvé 15 ans de le voir aller à l'eau, et c'est aujourd'hui qu'il y va. Voilà. En Gironde, il y a des bancs un peu partout pour la Serre de la Gironde. Et quand on réussit à passer par-dessus les bancs, qu'on évite de prendre le chenal principal, on gagne 2 heures, 3 heures. Donc ces bateaux étaient faits pour ça. Et en plus de ça, ils étaient faits pour être maniés par 3 personnes. Le pilote, le patron et un mousse. Et au retour, il restait le patron et le mousse. Donc c'était des bateaux manœuvrants, rapides, qu'ils soient de Gironde, de Manche ou d'ailleurs. Les pilotes, c'est des bateaux mythiques. Déjà le mot pilote,
c'est toute une histoire. Il y a une aura autour d'un bateau comme celui-là. Quand vous barrez un bateau comme ça, vous avez l'impression d'avoir à côté de vous un de ces célèbres pilotes. Je vais vous paraître peut-être un peu fada, mais c'est exactement ça. Les hommes de cette époque-là, c'était autre chose, une autre trempe, c'était un autre centre d'hommes, et c'était des marins dans le pur sens du mot. Par rapport aux marins de cette époque-là, qui avaient été élevés dans cette culture maritime, on leur arrive à la cheville. C'est pas la bonne volonté qui nous manque, c'est la connaissance de la mer, la connaissance des bateaux, la connaissance du vent, la connaissance des marées qu'ils avaient. Et c'était pas intuitif, ça. Il se passait ça de père en fils. Et dès tout petit, leur premier jeu, c'était le canot, la godille et la flotte. Aujourd'hui, la godille mesure 17,50 mètres, propulsée par 2 moteurs de 500 chevaux. Comme une machine à remonter le temps, la pilotine va servir à 3 mâts, rare survivant de l'époque des grands voiliers de commerce. Venant de La Rochelle, le Belem navigue vers Bordeaux avant de gagner Québec. Le pilote monte à bord et la poignée de main échangée avec le capitaine est le symbole des liens particuliers unissant ces 2 familles de marins depuis toujours. Ont le plus grand respect pour les conseils et bien sûr les plus avisés des pilotes. Et je ne vois pas moi non plus dans une carrière complète de souvenirs où j'ai pu personnellement contester les conseils d'un pilote. Alors, une fois qu'il sera placé, on peut rester entre 100 et 150 mètres à peu près des quais. C'est une bonne distance et ça nous permet de rester en chenal. À peu près en arrondissant. Alors en ce qui concerne la responsabilité pure du navire, c'est vrai qu'il est aussi bon de le rappeler, de le savoir, que le capitaine reste entièrement responsable, le pilote finalement n'étant que son conseiller. Prochaine verte à 2 quarts tribord. Je la vois. Ouais. Et on voit la trace. Vous voyez la trace du flot qui part carrément à 45 degrés. Et vous voyez, on voit qu'on charge, ça charge sur la bouée. Et c'est pour ça que je ne veux pas la serrer. Surtout au ralenti. Le commandant représente l'armateur et s'il y avait des gros dégâts, c'est l'assurance de l'armateur qui paierait. Donc il est normal que celui qui paye conserve la main, si j'ose dire. Et donc en droit, le commandant est le responsable du navire. C'est lui qui est le maître à bord. Dans le chenal, un paquebot japonais double le Belem. La fonction de pilote exige de s'adapter aux diverses caractéristiques des navires. Quand le navire approche les 8, 9, 10 mètres de tirant d'eau, on passe jusqu'à des 80 cm du fond. C'est comme ça qu'on calcule les montées en tirant d'eau maximale. Et vous comprenez que sur un bateau de 200 mètres avec 30 mètres de large, il faut placer le bateau de façon très précise et il faut monter avec la marée de façon très précise, c'est-à-dire ce qu'on appelle le timing. On a des passages d'environ 5 minutes, 10 maxi aux différents endroits en fonction de ce qu'on souhaite faire. Il faut savoir que la difficulté ensuite, c'est la manœuvre à l'arrivée et il va falloir amener le bateau dans des conditions optimales pour effectuer cette manœuvre. Je l'évalue à peu près de nous. RM Thomas, Belem. Bonjour, bonjour, monsieur Vier, on garde les vertes, on vous laisse passer côté rive droite. Ok, reçu, bonne manœuvre. Ok, merci. Avec l'arrivée de la vapeur, après 1920, les voiles disparaissent peu à peu, le métier évolue. Le dernier bateau pilote, ça a été le pilote Émile Rivière, qui avait été baptisé en mémoire du pilote Émile Rivière,
qui s'est noyé à l'entrée de la Gironde. C'était un métier à risque où on perdait beaucoup d'équipage, beaucoup de pilotes, beaucoup de marins. Il y avait 2 bateaux, et ces 2 bateaux, un était à vapeur, l'autre était à moteur. Et périodiquement, on allait sur l'un, sur l'autre, de façon à amener les équipages à se former sur place. Christian Maussan, canotier, et Michel Ducouré, mécanicien, ont filmé et photographié leur vie à bord des bateaux pilotes entre 1953 et 1985. Le jour de mes 14 ans, j'ai embarqué à bord des bateaux pilotes comme mousse. Et à 16 ans, je suis passé canotier. Alors le métier de canotier consistait à prendre un pilote à bord du bateau pilote qui était stationnaire à l'entrée de la Gironde. Ces bateaux marchaient uniquement à l'Aveyron. On allait au-devant des navires, on déposait le pilote et on revenait à bord du bateau pilote. Et ceci par tous les temps, nuit et jour, tout le temps. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais. Bon, là, il y a force 8 sur l'eau sur le pont. Et on va... Là, il y a beaucoup d'eau de projetée quand même. Alors là, c'est le second capitaine et le Bosco qui ont repéré le petit bateau en difficulté, le petit pêcheur de La Rochelle. À la BXA, on est en station, c'est l'hôtel flottant, et il y a les bateaux qui arrivent du large, ce sont les bateaux qui montent. Et il y aura aussi les bateaux qui descendent, qui viennent de Bordeaux et qui descendront vers la mer. Et ces bateaux-là, il faut les servir, soit en entrée, soit en sortie. Il faut récupérer le pilote qui vient de Bordeaux ou leur donner un pilote qui vient du large. Alors ça, c'est le service même du bateau pilote. Un bateau, c'est un petit peu la cité utopique, qui doit vivre en autarcie, qui doit vivre en autonomie. Alors il faut être efficace, il faut être disponible. Il y a toujours le service qui prime, et il y a peu de loisirs. À cette époque-là, il y avait peu de loisirs. C'était surtout le travail, la qualité du travail et l'efficacité. D'abord, à bord de ces bateaux, il y avait une amitié qui était forte. On faisait une famille, on passait plus de temps à la mer qu'à la maison. Les moments les plus émouvants, pour moi, ça a été les Noëls. Par exemple, un Noël au large, pour moi, c'était quelque chose de merveilleux. C'était émouvant, mais c'était beau avec le recul. Les mauvais moments, c'est quand, malheureusement, il se passait des drames. Moi, j'ai vu des copains se noyer, chavirer avec le canot. On récupérait le canot, on ne retrouvait plus l'homme. Alors ça, c'est des choses qui sont gravées à toujours dans la vie d'un marin. La hiérarchie était très présente, même s'ils n'étaient pas militaires, mais c'était le capitaine, le chef mécanicien, les responsables, donc respectés et respectables. Mais le pilote, lui, était l'aristocrate parfait, quoi. On donnait vraiment l'attitude d'un monsieur, voilà. Arrivée de la pilotine d'Angleterre, la première pilotine Alpha, fabriquée en Angleterre. Et là, c'est son arrivée auprès du bateau pilote. Elle va faire un rond dans l'eau, un tour d'honneur, pour se présenter, pour faire voir sa navigabilité et son efficacité à servir les bateaux. Ce qui était quelquefois mis en doute par certains de l'équipage. L'arrivée des vedettes rapides et surtout de l'hélicoptère marque la disparition des bateaux pilotes. Ce fut une véritable révolution dans l'organisation du pilotage. Christophe Reux,
président du syndicat des pilotes de la Gironde, descend sur le Maria M, un pétrolier de 172 mètres et 40 000 tonnes allant charger en Barès. Up and down, okay. Pour aller à Bordeaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh ben, il faut la présence d'un pilote. D'abord parce que c'est obligatoire, l'État français en impose la présence, et ensuite parce que la connaissance des fonds, les particularités locales, le courant, les bancs, les façons de manœuvrer, les contacts avec les autorités portuaires, enfin, rentrer dans le système portuaire pour un navire qui ne parle pas la langue et qui ne connaît pas du tout les spécificités du camp, c'est quasiment inenvisageable. Sinon, les risques pour la navigation en rivière sont, surtout en Gironde, c'est les bancs qu'il y a un peu partout. On est dans un estuaire qui est immense et où en fait le chenal navigable est relativement étroit. À l'échelle de la rivière, c'est 3 fois rien. Hein. Ici, la rivière fait 10 km de large, le chenal navigable fait 300 mètres de large. Donc c'est très peu et on suit une petite rigole draguée à 7 mètres, dont la profondeur est entretenue à 7 mètres entre le Verdon et Bordeaux. Voilà. Donc il ne faut pas en sortir, il faut être vigilant, il faut bien connaître les positions des hauts fonds, puisqu'il y a quelques hauts fonds qu'on appelle communément ici des seuils, et qui limitent d'ailleurs la profondeur admissible chaque jour. Donc voilà les raisons pour lesquelles, en plus bien sûr, le brouillard l'hiver. Autrefois, les pilotes, pour se diriger sur l'estuaire, avaient leur repère, appelé amer en langue maritime. C'était un moulin, un bâtiment ou un arbre isolé, comme celui d'un sieur Richard, au XVIIe siècle. L'arbre fut emporté par la tempête et remplacé par le phare de Richard, en 1843. Près de là, on peut voir une ancienne pilotine réformée, comme un hommage des pilotes au sieur Richard. À Saint-Georges-de-Didonne, le phare a été construit en 1900 à la demande des pilotes pour marquer l'entrée de l'estuaire aux navires sortant des passes. Des chaloupes de pilotage échouaient sur la plage jusqu'en 1921. Le souvenir des pilotes est gravé dans la mémoire de la cité, comme le sont sur leur tombe les marques de leur illustre corporation. La pyramide de la Garde, au Fa, est un amer du XVIIIe siècle. Il domine les vestiges d'une ville et d'un grand port gallo-romain. L'église de Talmont aussi servait d'amer. En 1669, les pêcheurs de Talmont ont créé la première confrérie des pilotes de la Gironde, laquelle a servi d'exemple, puisqu'aujourd'hui les pilotes sont organisés en syndicats indépendants. Mais chaque pilote a son parcours personnel. Je suis un Ilien, moi je suis de Saint-Pierre-et-Miquelon, et il se trouve que mon oncle était pilote de port à Saint-Pierre. J'avais un autre pilote, dans ma famille, un autre pilote qui était pilote de La Rochelle, et c'est vrai que la marine marchande m'a assez vite attiré et la perspective de devenir pilote plus tard, je m'en cache pas, a été un objectif. Pour devenir pilote, il faut passer un concours de pilotage. Il faut être titulaire du diplôme de capitaine de première classe de la navigation maritime, appellation barbare qui a remplacé celle de capitaine de long cours qui était pourtant beaucoup plus poétique. Et il faut réunir un certain nombre de mois de navigation et dans l'état actuel des choses, il faut ne pas avoir dépassé 35 ans. À Pauillac, peut-être Monique Béguerie, institutrice, est-elle en train d'éveiller des vocations parmi les enfants qui l'écoutent? Pauillac était autrefois un port très important pour les pilotes. C'était le pilote qui dirigeait à ce moment-là le bateau, n'est-ce pas? Et qui connaissait bien sûr l'estuaire avec les bancs de sable et toutes les difficultés qui pouvaient se présenter à ce niveau-là. Donc c'était à la rame que l'on allait. Et malheureusement, à cette époque-là, on a eu beaucoup de personnes qui se sont noyées, en particulier à l'entrée de la Gironde, parce que
c'était très difficile, par gros temps, d'aller amener les pilotes. Ce n'était pas sans danger que d'aller amener le pilote sur le bateau. Donc c'était quelque chose de difficile. Oui, Jean-Luc, bonsoir. Bon, bah écoute, on te prendra push-pull bâbord avant et pour un évitage tribord devant le poste. Push-pull bâbord avant pour évitage tribord, ok. Ok. Le Maria M arrive à Ambarès. Il faudra presque 1 heure de manœuvre précise et délicate pour apponter. Thomas en position, pareil à pousser doucement. Pareil en position. Bon, Jean-Luc, on me dit que t'es tourné devant. Tourné. Dead slow stern only. Dead slow stern. Stop engine. Et stop engine. Midships. Donc Thomas toujours paré sans rien faire et puis bon, on verra après s'il y a moyen de reculer un petit peu quand on sera hacké pour pousser au niveau des manifolds, mais pour l'instant tu restes comme ça. Voilà, c'est pareil. Alors le jeu ça consiste à accoster en essayant de ne pas se servir ni du remorqueur ni du propulseur. Ça ce sont des plus qu'on a au cas où ça tourne mal, mais l'idéal c'est d'arriver à poser le bateau sur le quai sans servir de rien, juste avec la machine et le courant. Et la barre. Alors on a l'impression d'aller très lentement, même quand on prend les repères à terre, on a l'impression qu'on va pas vite, mais en fait on va vite. Et quand on s'en approche du quai, on se dit tiens, je vais un peu vite quand même parfois. Là. 6 mètres, 2 fois 3. 6 mètres, 6. 6 meters. Ok, I tell the tug to push half power. Ah, good. Not far from the water, but on the main deck. On avance presque plus, j'ai l'impression. Hein. Et non, puisque vous reculez. D'accord. Bélem, vedette la manette. Voilà, bah c'était ça. Bonjour à tous. Bah écoutez, c'est parfait. On vous passe un bout et vous nous servirez pour l'évitage. C'est quand même plus agréable de manœuvrer avec du soleil en plein jour que de manœuvrer en pleine nuit et sous la pluie. Il faudra peut-être laisser venir à droite, mais on le fera au dernier moment, on ajustera. La responsabilité du conseil du pilote, c'est jusqu'au bateau safe alongside, c'est-à-dire amarré correctement en sécurité. C'est toujours un moment unique, celui où l'on quitte un navire amené à bon port. Et également le soulagement, après la tension des derniers instants, qu'il s'agisse du Belém ou d'un pétrolier. Et quand, hors de la vue des côtes, le pilote Tristan Paillardon abandonne cet imposant navire lancé vers le large, la simplicité du salut masque une émotion toujours renouvelée qui montre la vraie nature de ces marins d'exception.